Avant d'entamer mon propos liminaire, je veux souhaiter la bienvenue parmi nous à Laurence Mulot, qui nous rejoint pour sa première assemblée plénière suite au départ de Madame Françoise Branger. Notre assemblée d'aujourd'hui illustre pour moi l'avancement de tous nos travaux pour être au rendez-vous des enjeux de développement de notre région, l'économie, la formation, l'éducation, les transports, mais aussi l'énergie, l'aménagement du territoire, la culture. En gros, il n'y a que l'université, pourtant levier majeur du développement de notre région, qui échappe à cet ordre du jour, mais nous travaillons à la conclusion pour l'Assemblée plénière prochaine d'une convention avec la commune pour conforter nos 3 grands pôles universitaires et l'ensemble de nos 13 sites sur la région. Alors je voudrais tout d'abord, avant de passer en revue de façon synthétique notre ordre du jour, vous faire part de ma satisfaction de voir notre stratégie financière et budgétaire recevoir un satisfecit de la part de l'agence de notation Standard & Poor's. Alors j'ai déjà eu l'occasion de le dire, en ex-Franche-Comté, je ne fais pas des agences de notation l'alpha et l'oméga de l'évaluation de ce que nous faisons. C'est un indicateur parmi d'autres, mais c'est un indicateur indépendant. Et ce qu'il nous montre est important parce que cela conditionne l'exercice des opérations financières de notre collectivité. Donc, nous obtenons la meilleure note possible. Et ce rapport relève en particulier une gouvernance, je cite, et une gestion financière forte qui devrait permettre à la collectivité d'augmenter ses investissements au cours des 2 prochaines années, tout en maintenant des performances budgétaires, une situation de liquidité forte, ainsi qu'un endettement modéré. C'est une bonne nouvelle car cela nous assure les moyens de nos ambitions et cela confirme pour nous la possibilité de dérouler dans les années à venir notre stratégie de mandat conformément à nos engagements et pour moi c'est ça le plus important, c'est que nous puissions être au rendez-vous de nos engagements. Mais au-delà de ces considérations sur notre collectivité, je veux également citer l'appréciation que cette agence fait sur notre économie régionale. Je cite, « Nous considérons l'économie de la région Bourgogne-Franche-Comté comme forte en comparaison internationale, avec 17% des emplois dans le secteur secondaire, notamment dans l'automobile, l'horlogerie, la bijouterie, la métallurgie. La région est l'un des territoires les plus industriels de France. Ces indicateurs socio-économiques sont élevés en comparaison internationale. Si la croissance économique régionale a historiquement été en deçà du niveau national, l'écart s'est progressivement réduit ces dernières années et l'évolution du PIB régional a été plus forte que celle du PIB national en 2014. Alors je sais que malgré tout cela, nous avons à combattre une situation où le chômage reste fort et que les problèmes que nous avons devant nous sont réels. Mais je prends ce rapport pour ce qu'il est, une bonne nouvelle, un signe que la santé de notre territoire lui permet d'être ambitieux pour l'avenir. Et ce n'est pas à un optimisme béat que je vous invite. Je ne vous demande pas de voir la vie avec des lunettes roses, mais au moins de cesser de ne voir notre région qu'en nuances de gris. Au fur et à mesure de notre ordre du jour, nous aurons d'abord les questions liées au développement économique.
sujet du développement économique, nous nous donnons les moyens d'anticiper et d'accompagner toutes les initiatives des acteurs économiques. Tous nos dispositifs auprès des entreprises ont été convergés, avec l'objectif de prendre le meilleur de ce qui existait dans chacune des ex-régions. Tout ceci a été partagé avec l'ensemble des développeurs de notre territoire récemment. Le partenariat avec les intercommunalités qui deviennent les partenaires numéro 1 sur le plan de l'accompagnement du développement économique se construit en tenant d'ailleurs compte de leur réalité de regroupement. Enfin, se met en place le cadre avec la fusion des agences régionales de développement. La nouvelle agence qui sera aboutie cet été a d'ores et déjà segmenté le territoire en 6 unités qui permettront à ses développeurs d'être à moins d'1h30 de toutes les entreprises. C'est du concret, c'est du pragmatique. Jean-Claude Lagrange sillonne le territoire pour parfaire tous ces partenariats avec les techniciens, avec les développeurs, avec les entreprises, avec les élus. L'engagement de proximité de la région se tient. Et nous voterons tout à l'heure des participations dans plusieurs SEM afin de conforter les outils d'immobilier d'entreprise des territoires. 8 millions de participations au capital de Tandem dans le Nord-Franche-Comté, à Belfort, ce n'est pas rien. Cela viendra conforter l'industrie du Nord-Franche-Comté qui est en pleine évolution positive. Après la sauvegarde d'Alstom, c'est PSA qui a annoncé un investissement de plus de 200 millions pour transformer le site de Sochaux. Le projet Sochaux 2022, qui prévoit le passage en monoflux adaptable à 6 silhouettes de véhicules, garantit une activité toujours soutenue, approchant les 400 000 véhicules par an contre 350 000 aujourd'hui, avec des remontées très fortes en matière de recrutement. La région, avec l'État et l'agglomération de Montbéliard, ont beaucoup investi sur ce secteur pour créer la zone industrielle fournisseur sur du foncier rendu disponible par PSA. 1 million pour la seule région. Maintenant, il va nous falloir être au rendez-vous du recrutement des 2000 emplois futurs envisagés. Et là, nous abordons l'enjeu de la formation. Formation et développement économique sont intrinsèquement liés. Notre première responsabilité pour favoriser l'emploi se situe bien dans l'orientation, dans l'adaptation constante de notre carte des formations, qui est à l'ordre du jour de notre Assemblée et qui se traduit cette année par 40 ouvertures en CFA et lycées professionnels, mais aussi dans la recherche d'innovation. Et je pense à l'appel à projets, également à l'ordre du jour, pour des formations numériques. Je pense à l'entrée dans l'expérimentation que nous avons voulu sur l'apprentissage jusqu'à 30 ans. Et enfin, l'accélération de la formation des demandeurs d'emploi, ce que nous vous proposons aujourd'hui avec la création de près de 4 000 places supplémentaires. La région soutient aussi l'économie en agissant sur la commande publique. Certains pensent qu'en désignant les travailleurs détachés comme les ennemis de l'emploi et en faisant d'une clause Molière à la légalité plus que douteuse un remède miracle, on va résoudre les problèmes de chômage sur notre territoire. Moi, je pense que ce sont des leurres et je préfère l'action concrète. Pour que nos PME locales bénéficient des marchés publics, nous agissons sur plusieurs leviers, sur les clauses d'insertion et environnementales, sur un allotissement qui permet aux PME de répondre et de ne pas voir les grands groupes leur capter les marchés, sur le rejet des offres anormalement basses et sur des avances de trésorerie de 30% qui permettent à nos PME de se positionner. Résultat, 80% de nos marchés sont emportés par des PME.
Et nous irons aussi vers ce que nous appelons la commande publique éthique, mais nous en reparlerons dans une assemblée ultérieure. Pour en finir avec l'économie, un mot sur l'agriculture. J'avais pris l'engagement que notre région soit plus visible au Salon de l'agriculture. Cela a été le cas, vous le savez. On peut toujours faire plus grand, plus ostentatoire, mais ce qui compte, c'est de servir les productions de notre territoire en permettant aux Charolaises et aux Montbéliardes d'avoir un stand commun et visible. Nous avons servi les deux races dans notre région et le berceau. Ce volontarisme de la région dans notre présence sur le salon a été reconnu par les acteurs de la profession. Et je confirme que la région est bien au rendez-vous des évolutions voulues par la loi sur l'agriculture. Nous reprenons à notre compte intégralement ce que les départements ne peuvent plus financer, les groupements sanitaires, notamment l'installation des jeunes agriculteurs. Par ailleurs, les audits de filière menés par la Chambre régionale d'agriculture permettront d'alimenter le plan régional de développement agricole de stratégies partagées et nous finaliserons cela pour cet automne. Nous repoussons la finalisation de ce programme régional de développement agricole pour justement nous appuyer concrètement sur le résultat des audits d'exploitation, des audits de filière. Quant aux audits d'exploitation, ils avancent. C'est une méthode nouvelle. Alors j'entends dire « ça ne va pas assez vite », mais c'est nouveau. Et je vois aussi que l'État commence à donner des signes pour aller sur ce sujet, la preuve que la méthode est peut-être pas si mauvaise. Alors oui, il faudra, à l'issue de ces audits d'exploitation, être au rendez-vous. Il ne s'agit pas simplement d'auditer, de faire des constats, des diagnostics, et qu'après il n'y ait pas de plan d'action qui suive. Il y aura des plans d'action. Nous prendrons naturellement les moyens qui permettront d'enclencher des démarches vertueuses pour les exploitations. Agriculture, grande cause régionale. Au-delà des dossiers économiques et de formation, nous avons un grand dossier central pour cette Assemblée, c'est celui des transports, avec notamment la nouvelle convention que nous préparons avec la SNCF pour que davantage de trains circulent sur notre territoire. Et nous accueillerons le directeur régional de la SNCF pour un bilan de nos conventions en cours. Mais je sais qu'en matière de transport, vous exprimez une préoccupation en ce qui concerne les transports scolaires. Vous, certains d'entre vous. Enfin, quand je dis préoccupation, je devrais plutôt peut-être parler d'une volonté d'agiter, de faire peur en lançant ici et là des pétitions, des motions. Je veux vous le dire clairement, sachons respecter les rythmes. Nous avons avancé à un bon rythme sur le dossier du transfert des transports scolaires de la région, de département à la région, en travaillant après une phase de rodage, certes, mais une fois cette phase de rodage dépassée, nous avons construit les bases de partenariats solides avec les départements pour préparer de façon solide la rentrée 2017 qui, pour l'instant, est encore aux mains des départements, puisque c'est au 1er septembre que nous devenons compétents. Et pour l'instant, ce sont les départements qui préparent la rentrée. Donc, c'est après cette rentrée, pour laquelle rien ne changera, c'est-à-dire, par rapport à la question de la gratuité, là où c'était gratuit, ça reste gratuit, là où ce n'était pas gratuit, ça reste non gratuit. Et ensuite, nous entrerons dans le travail pour mettre en place les engagements que nous avons pris, et sur la gratuité, et sur la qualité des services rendus. Et cela, s'accompagnera de consultations avec tout le monde, avec les élus,
avec les fédérations de parents d'élèves et nous avancerons au rythme qu'il faudra. Donc, je vous le dis, l'agitation et les pressions n'y feront rien. J'avancerai sur ce dossier conformément à ma méthode, le dialogue en franchise avec chacun, la recherche de la meilleure qualité au meilleur coût et l'étude de l'ensemble des facteurs qui permettront d'y parvenir. Alors, en matière de transport, je voudrais aussi dire un mot sur un sujet que personne n'attend, parce qu'on l'a enterré, oublié. Pourtant, il fait partie de ces sujets sur lesquels la région doit être au rendez-vous, parce qu'il s'agit d'enjeux stratégiques au niveau de l'Europe pour le désenclavement de notre région. C'est la terminaison de la branche Est de la LGV Rhin-Rhône, terminaison complètement enterrée par la commission Duron il y a quelques années. Je m'étais battue avec la région Bourgogne en tant que région Franche-Comté et avec la région Alsace. Et maintenant, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, nous prenons les moyens d'être au rendez-vous de la réouverture de cette commission Duron qui est prévue pour 2018 de deux façons. D'une part, en présentant à l'État une note diminuée par rapport aux travaux qui sont encore à faire, et nous avons fait des travaux prospectifs que l'association Trans-Europe TGV que je préside a présenté à l'État il y a quelques jours, et nous avons demandé à ce que l'État diligente une mission financière pour maintenant mettre toutes les collectivités autour de la table pour préparer la réouverture des débats qui viendront avec la clause de revoyure en 2018 de la commission Duron. Un mot sur notre organisation interne. Les choses se mettent en place. Le processus de fusion administrative arrive à son terme, puisque sur 1026 agents, seuls 7 n'ont pas encore d'affectation. Cela fait l'objet d'un suivi individuel extrêmement précis et attentif de la part de la Direction générale des services, mais dans l'absolu, chaque fonction de la région a enfin un nom à mettre en face, et c'est quelque chose qui était fortement attendu, je le sais, de nos partenaires, qui par ailleurs, la plupart du temps, comprennent très bien. Et c'est surtout dans les milieux économiques que je sens que j'ai une attention par rapport à notre préoccupation, parce que quand des entreprises sont amenées à fusionner, en général, il faut quand même plus d'un an pour que les choses s'installent et s'opèrent. Je mesure l'ampleur de la tâche accomplie, je veux en remercier l'administration. Je mesure également les efforts qui sont demandés à l'ensemble de nos agents pour accompagner la convergence de nos administrations et de nos politiques. Nous avons également engagé un processus qui est complexe et qui est très important, celui de la négociation globale de notre politique des ressources humaines suite à la fusion, convergence des temps de travail, des régimes indemnitaires, des politiques sociales. Ce sont des sujets qui nous occuperont au moins jusqu'au mois de juin. Je souhaite que nous procédions à une négociation globale qui conjugue les préoccupations des salariés de notre collectivité, comme la nécessité d'inscrire nos perspectives de ressources humaines dans le cadre de nos contraintes financières. Je pourrais être beaucoup plus longue, car cette Assemblée est l'illustration du travail qui avance dans tous les domaines, je l'ai dit. Alors, de même qu'il est caricatural d'invoquer notre inaction, il serait parfaitement, j'en ai conscience, irréaliste de ma part de vous dire que tout est parfait. Franchement, dans le contexte actuel, un peu de vérité de temps en temps, cela ferait du bien. Nous faisons les choses à notre rythme, à un rythme très soutenu, dont nous n'avons pas à rougir, surtout si l'on regarde les autres régions qui ont fusionné. Et l'importance de ce qui est demandé aux régions dans les lois de décentralisation adoptées ces dernières années. Le rythme est soutenu, la volonté d'associer les partenaires à nos décisions est là,
avec la volonté de faire que la région ne soit pas un endroit où on décide hors sol, entre soi, mais bien une collectivité ouverte qui pense la stratégie du territoire en lien avec celles et ceux qui s'impliqueront dans sa mise en œuvre. Je vous remercie. Donc, je vais, comme d'habitude, donner la parole. Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, j'ai fait passer un message. J'ai fait passer un message qui est qu'on n'est pas au théâtre ici par rapport aux applaudissements. Voilà.